Eddy de Pretto, bienvenue. Merci, salut. On est à la veille de la sortie de ton 3e album, Crash Cœur, qui sort donc ce 17 novembre. Dans quel état d'esprit tu es vraiment à quelques heures de la sortie de ce 3e album-là ? Il y a un petit peu de stress, pour rien te cacher. Mais en vrai, hyper content, hyper fier d'avoir amené un album comme ça, parce que je pense que c'est vraiment un virage pour moi, même en termes d'écriture et en termes de musicalité. Toutes les méthodes de travail, tout l'entourage ont véritablement changé, si je compare avec mon premier et mon 2e album. Donc, hyper excité de voir la réception. Parce que je pense qu'on me retrouve dans une certaine poésie, mais je pense que musicalement, j'avais vraiment envie d'amener un peu plus de vibe, de danse même, de corps. Et donc voilà, c'est un risque, mais bon, chaque album en vrai c'est un risque, mais là... Tu as utilisé un mot qui me paraît intéressant pour cet album, c'est le mot corps. En effet, tu l'as dit sur tes 2 premiers albums, je sais que tu avais tendance à peut-être être plus dans ta tête que dans ton corps, en analysant vachement tes sentiments, en commentant vachement tout ce que tu ressentais. Et c'est vrai qu'il y a ce truc où on te sent davantage en phase avec ton corps, ton cœur aussi. Et j'ai l'impression que il y a eu un vrai lâcher-prise qui s'est opéré et que tu n'étais plus trop dans justement ce truc de... Tu vois, un peu décortiquer tout ce qui se passe dans ta tête. Est-ce que c'est ça qui s'est passé pour Crash Cœur ? Totalement. Je me sentais un peu, étouffé. Sous beaucoup de commentaires justement via Twitter, X, via les réseaux et tout. Il y avait tellement de gens qui donnent leur expertise qu'à un moment, ça va tellement vite. Les bouleversements vont tellement vite aujourd'hui que j'avais pas la visibilité, le recul pour venir décortiquer et commenter tout ça. Il me fallait un petit peu plus de temps. Donc c'est pour ça que je me suis donné un peu la liberté de m'écouter un peu plus en interne, de voir ce qui se passait en moi, les sensations, pour venir un peu analyser plutôt quelque chose qui part de moi. Ouais, mais ça sent. Voilà. Ça sent de ouf. Et j'imagine que du coup, ça a changé aussi ta façon de faire de la musique, en fait. Parce qu'il me semble que pour tes précédents albums, t'arrivais en studio avec tes textes déjà tout faits, dans tous les sens. Ouais. Alors que là, j'ai le sentiment que limite, t'es arrivé les mains vides et t'as vraiment écouté ce qui se passait sur l'instant T. Ouais, voilà, j'ai vraiment tenté de marcher à la vibe, au corps et au sentiment. C'est que je me suis vraiment... j'ai lâché ma tête et je me suis dit, va juste à la sensation. Aie confiance en ça et suis vraiment l'énergie qui va découler de ce que tu ressens d'un piano, de comment tu viens dans la journée au studio, tu vois, de vraiment accepte ça et viens pas un peu troubler ça par il faut absolument que tu parles de ça, il faut absolument que tu parles de ça, ou de manière scolaire, il y a ça, il y a cette chanson, il y a ce sujet que je veux à tout prix traiter. Non, je me suis vraiment enlevé cette responsabilité, ce devoir-là, et ça m'a fait le plus grand bien en termes d'épanouissement artistique, tu vois, la liberté d'écouter mon corps, d'écouter les mots qui suivent. Parfois, je disais n'importe quoi, mais j'en ai gardé des bribes, et après, j'ai retravaillé l'écriture. Mais véritablement, j'ai ressenti une grande liberté en studio que de pouvoir suivre juste le sentiment, la sensation. Et sur cet album, je voulais aussi qu'il y ait un peu l'équilibrage entre des chansons qui peuvent être un peu sombres, avec des textes qui font réfléchir quand même, mais avec des prods qui quand même soulèvent, qui donnent envie de danser, de te lever, quoi, tu vois. Et ça, tu l'as annoncé, t'as annoncé la couleur de cet album dès le premier single, R+V, que tu as sorti, alors qui est très court. Je crois qu'il fait genre 1 minute 30, 25, un truc comme ça, mais qui est très percutant. Et justement, ce single, je trouve qu'en termes de prod, on sent cette énergie dont tu parles. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce titre un petit peu et de pourquoi tu as choisi de l'utiliser pour ton grand retour, en fait ? Parce que c'est un titre quand même qui est très important pour l'album, je trouve. Ouais, carrément. Pour moi, c'est un titre introduction. C'était vraiment comment montrer ma direction artistique d'un nouveau projet, une nouvelle direction visuelle, direction musicale, avec une autre façon aussi d'appréhender le texte. Et pour moi, je trouvais que c'était l'extrait le plus impactant, en tout cas, pour communiquer sur les réseaux. Et donc, tout bêtement, quand j'ai eu ce son et quand
En plus, il rendait hommage à tous ces hommes qui ont été pour moi d'une immense liberté dans tout ce qu'ils ont créé et tous les chemins qu'ils ont créés pour que moi, par exemple, je puisse exister derrière. Et ben, c'était évident qu'il fallait à fond que je respecte ça et que je me représente de cette manière-là. Euh, voilà, pour tout un tas de points, ça venait me présenter d'une autre manière et raconter au mieux ce futur album. Et sur ce morceau, donc R plus V, qui fait référence à Rimbaud et Verlaine que tu cites, il y a d'autres hommes que tu cites, dont RuPaul, notre cher Frank Ocean. Tu cites aussi Andy Warhol. Enfin voilà, il y a, je crois, 7 ou 8 noms comme ça, d'hommes qui ont été importants pour toi, tu le dis, qui ont été comme des exemples et qui t'ont permis d'accepter ton homosexualité aussi, d'accepter d'être un artiste peut-être même. Totalement. Est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi c'était important pour toi de leur rendre hommage? Parce que tu aurais pu le faire dès le premier album, tu vois. Pourquoi maintenant? Parce que déjà, je sortais de À tous les bâtards, mon deuxième album, qui un peu parlait de ces étrangetés-là, de ces monstres-là. Ouais, en tout cas, le deuxième album, c'était assumer ces différences et les pousser à l'extrême pour qu'ils puissent exister et répondre à toutes les attaques qui font de nos différences des choses magnifiques, en fait. Et c'était un peu ce renversement de choses dont je parlais dans ATLB. Et je trouvais ça hyper intéressant aussi de faire un pont, un lien avec la sortie de cet album-là et rendre hommage à ces figures-là qui, comme je le disais, pour moi, ont été un grand souffle d'inspiration dans les chemins qu'ils ont créés, en fait. C'est que avant ces identités-là, ces personnages-là, il n'y avait pas ce discours-là n'existait pas, ces voix-là n'existaient pas, et elles ont permis à énormément de gens, et pas que issus de la communauté LGBT, tout un tas de personnes à s'émanciper, à être fiers d'eux, à s'accepter. Et c'est pour ça que pour moi, quand j'ai eu l'idée de cette chanson, je me suis dit, mais bien sûr, je ne peux que leur rendre hommage et aussi me mettre dans une volonté de lignée de ces gens-là, de tenter de vouloir créer aussi des nouveaux discours qui n'ont pas eu lieu en France, dans la chanson, dans la pop, des nouveaux discours qui viennent un peu pousser les murs et qui viennent faire réfléchir, poser des questions. Pour illustrer R plus V, tu as fait une performance en live qu'on peut aujourd'hui revoir sur les réseaux. Et je trouve que dans cette performance également, on sent cette évolution et cette volonté d'être plus dans le corps, comme on disait au tout début de l'interview, parce que tu danses beaucoup. Tu as même publié des BTS où on te voit faire la choré avec ton chorégraphe et tout. Et je sais pas si c'était volontaire de ta part ou si c'est moi peut-être qui fabule ou qui surinterprète, mais cette vidéo de R plus V, pour moi, elle fait écho à Kid, donc ton premier clip, dans la mesure où, à nouveau, c'est toi, seul, torse nu, dans une grande salle, tu vois, comme ça. Mais plus musclé. Mais plus musclé. Ça, c'est à toi d'en juger, mais... Que Kid, en tout cas. Oui, tout à fait. Et du coup, je me demandais si c'était une ref qui était fait exprès, ou est-ce que c'est un truc, avec le recul, tu te dis, ah ouais, peut-être que ça fait penser... La notion de corps, à la représentation en tout cas du bon masculin a toujours été chez moi quelque chose qui m'a intéressé et que j'ai cherché à représenter. Donc là, oui, le côté physique de R plus V a été pour moi une vraie volonté de faire un écho avec le torse nu aussi au kid que j'étais, qui évolue mais qui reste pas moins concerné par le côté... frontal que je veux mettre. Dans Kid, il y avait aussi cet aspect très impactant, très direct comme ça. Et dans R plus V, c'était pour moi une façon aussi de revenir à cette énergie-là, du coup. Et c'est pour ça qu'on a travaillé cette choré, c'est pour ça que j'ai utilisé cette première chanson pour reprendre mon discours en septembre. C'est parce que ça venait carrément faire ressentir cette énergie. Et est-ce que quand tu regardes Kid et R plus V, moi, je vois une vraie évolution aussi sur le Eddie performeur, qui prend beaucoup plus d'espace. Alors, je ne sais pas si ça se ressentira en live, on va en parler un petit peu plus tard, mais est-ce que tu perçois aussi une vraie évolution sur le côté performance, tu vois, chorégraphie, mise en scène aussi, parce que je sais que tu as fait des spectacles, notamment cette année avec Love Factory. Est-ce que tout ça, tu vois, tu sens que ça t'a...
boosté pour ce nouvel album Totalement. Plus je mûris, plus je grandis dans mon métier, plus je me rends compte que au-delà de chanter, au-delà de créer de la musique, il y a vraiment un aspect scénique qui est pour moi à la même hauteur, voire parfois même plus important. Donc créer des spectacles avec l'incarnation de ce que je chante visuellement est pour moi tout aussi important. La silhouette a toujours été pensée, que ce soit de mon premier album avec juste le téléphone à la main, avec Love Factory et ses 12 pianos dans l'amphithéâtre, que ça soit là cet été sur une énorme box enceinte solo assis dessus dans les festivals, que ça soit là avec le nouvel album, avec une image un petit peu plus sophistiquée, mais revenir à quelque chose de très central, très direct. Il y a une élaboration de ça dès le début pour moi, et ça a toujours énormément existé. Je crois que c'est par mes formations théâtrales de quand j'étais plus jeune, où j'ai fait beaucoup de scènes, j'ai mangé vraiment beaucoup de textes, et donc du coup il y a ce ressenti, c'est très mentalisé chez moi. Le côté ton corps dans l'espace, comment le prendre, qu'est-ce que tu dois raconter, quelle image tu veux laisser de ce que tu chantes, quelle image quand quelqu'un viendra voir ton spectacle. Pour moi, il faut une photographie dans la tête des gens, et c'est ça que j'adore élaborer. C'est pour ça que la mise en scène est tout aussi importante pour moi quand tu viens chanter et tu incarnes ton personnage avec tes chansons. Ah, mais on sent que c'est important pour toi, et vraiment, moi, quand j'ai vu, quand t'as sorti R+V, je me suis dit, ah, mais là, j'ai l'impression que tout ce sur quoi tu as travaillé jusqu'ici, vraiment, ça prend forme dans ce petit clip de 1 minute 30, tu vois. Carrément. Et on sent que tu as vraiment passé beaucoup de caps, je trouve. C'est peut-être mon analyse extérieure. Non, mais, c'est vrai. Je me suis émancipé de pas mal de choses. Je me suis libéré aussi. Même dans ta façon de danser. Ouais, mais dans ma façon de danser, et même dans ma façon de penser aussi, d'être véritablement. J'ai eu un 2021, 2022 un peu compliqué. Bon, il y a eu le Covid un peu comme tout le monde, j'imagine. Mais au niveau des concerts, on a reporté pas mal de choses. Juste après, je me suis mangé un procès contre des haineux qui venaient sur le internet harceler un peu suite de manière... à ton concert, voilà, exactement, suite à un concert dans une église. Ouais. Donc c'était une année pas très drôle, et direct après, j'ai eu un voyage à Los Angeles qui m'a vraiment retourné le mindset un peu, mon mindset personnel, où en fait j'ai vu une mentalité qui parfois allait jusqu'au fake, mais en tout cas à positiver un maximum de choses, tout bêtement, et apprendre les choses de tenter en tout cas du meilleur qu'il soit, le positivisme, quoi. Et donc ça m'a vraiment un peu chamboulé, cette énergie constante de recherche ultime du bonheur, genre on est tous sourire à chaque fois, et c'est un peu ce que je pose d'ailleurs dans cet album. Il y a pas mal de ruptures, il y a pas mal de quêtes un peu de ce bonheur, le quête de l'amour total, et c'est un peu ce que je voulais raconter, c'est un peu le up and down de la vie. On se mange des crashs, on se mange des murs, mais on y retourne, on se relève, on croit potentiellement qu'on va re-être bien, qu'on va toucher au bonheur, on le touche peut-être 5 secondes, et puis derrière on retombe. Et c'est exactement la vibe et l'énergie que je voulais faire ressentir depuis ce voyage à Los Angeles. Ça m'a vraiment aidé à me dire, ok, tente de voir les choses d'une manière positive, et ça m'a aidé du coup à écrire sur ces choses-là. Comment chercher ce truc-là qui est finalement jamais ultime. Et ça, je pense que c'est une quête de vie. Tu vois. Ouais. Mais ça, je trouve qu'on le ressent énormément, notamment dans le titre « Heureux », donc qui est le titre qui clôt l'album, parce que justement, il y a ce truc où on sent que au milieu du morceau, enfin au début, je sais plus exactement, tu prends du recul et tu dis « Non, mais attends, en fait, si, regarde, arrête de tout voir noir, comme Exactement. tu disais. » Et je trouve que ce morceau, il est fort en ça, parce qu'on te sent complètement prendre du recul. Et à la fin, je vais pas spoiler la fin du morceau et la fin du coup de l'album. Mais voilà, en tout cas, dans ce titre, c'est peut-être la conclusion finalement de l'album, tu vois, mais on le sent très particulièrement. Carrément, c'est un peu cette quête ultime, infinie, de l'album, à cette quête d'amour, de bonheur, et à la fin finalement ça retombe, je le dis d'ailleurs, et du jour au lendemain c'est le précipice, on ne sait pas pourquoi, tout retombe, les petites voix nauséabondes reviennent, et
Et pourtant, j'ai tellement envie, mais c'est tellement parfois compliqué de gérer ces émotions qui vacillent, qui Bien bougent sûr. en soi. Et cette chanson, en effet, c'est une espèce d'ouverture à la fin, Ouais. avec une espèce de voix un peu, comment dire, j'ai même pas l'impression que c'est moi, cette voix, c'est vraiment une petite voix qui viendrait me dire, mais pourtant, regarde autour de toi, tu vois, Ouais, genre, exactement. tout le champ des possibles est Ouais, là, ouais. et en fait, pourquoi tu t'obstines sur ces petites merdes, tu vois? Non mais c'est un peu Voilà le le truc. message Voilà de le Crash Cœur. message. Non mais pourquoi t'es aussi difficile Oui, envers oui. toi? Non, Pourquoi mais t'es aussi c'est compliqué envers toi quand tu vois un petit truc? Pourquoi ça te ça te tue bouffe. autant? Mmh. Alors que Oui, je si pense tu que ouvres un peu le regard, en bah, fait, c'est ça. Et ouais. c'est tellement un travail que peu de gens en vrai s'octroient, se Mmh. donnent la possibilité Ouais, de complètement. travailler sur soi pour mettre un peu les choses à distance et venir un peu assouplir et mettre de la légèreté en soi. C'est un travail de ouf. Moi, Mmh. je me bats au quotidien avec ça. Mmh. Il y a un autre morceau dans lequel, ce qu'on vient de dire, est très, on le ressent beaucoup, c'est Love and Tendresse, Oui, qui est le 2e single de oui. Crash Cœur, pour lequel aussi tu as sorti un clip dans lequel justement il y a cette boucle et cette quête infinie dont tu parlais à l'instant. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu, ouais, le message, l'idée derrière ce morceau et aussi derrière, le clip? Bah, le message, c'est tout bêtement, je parle à moi dans ce Mmh. titre. C'est genre, à force d'être obstiné, acharné à certaines choses, tu te mets des œillères et tu ne vois plus ce qui se passe autour et tu t'octroies plus de bonheur, tu t'octroies plus de douceur, tu t'octroies plus de tendresse et c'est quelque Mmh. chose dans lequel euh, on se rassure avec nos boulots, avec à passer le temps comme on le peut, mais regarder parfois juste à côté, faire un tout petit pas de côté et voir en fait potentiellement la merde qu'il y a à travailler pour avancer en soi. Ouais. Je pense que c'est véritablement pour moi, c'est en tout cas une longue, longue quête vis-à-vis de moi. Euh, pour moi, avec une thérapeute, enfin, tu vois, il y a vraiment un travail de. Et quand j'ai vu que Love and Tendresse pouvait m'apporter un tout petit peu d'ouverture, de douceur, et surtout en cette période si sombre, eh ben, je me suis dit que j'avais besoin de ce souffle-là. Mmh. J'avais besoin de cette respiration. Et je l'ai ressentie assez. Elle est arrivée en moi de manière la plus naturelle possible en studio. Et donc, je me suis dit, il faut absolument lui donner sa place. Et peut-être qu'elle va rayonner ailleurs. Je le disais, pour Love and Tendresse, tu as sorti un clip et j'aimerais un petit peu qu'on parle de l'univers visuel que tu as créé pour Crash Cœur parce que il y a un vrai univers visuel cohérent. D'ailleurs, je crois qu'il y a une petite transition entre R plus V et Love and Tendresse avec Oui, ces clés que tu prends à la bien fin vu. et qui ouvre la voiture, Bien vu. voilà, de Love and Tendresse, enfin de la voiture dans laquelle tu te mets dans Love and Tendresse. Pour moi, l'univers, il est assez... Enfin, j'y ai vu plusieurs références aux années 2000 avec ces graffitis. Même dans le teaser que tu as sorti, tu as un CD sur lequel tu as écrit les trucs à la main. Il y a ce fameux lecteur CD. Il y a la petite sucette en cœur. Je me demandais si c'était une rêve pour toi, pour cet album, Carrément. les années 2000, dans lesquelles, comme moi, tu as Carrément. grandi. Bah, c'est toute mon adolescence, Ouais. donc j'ai vraiment été à fond là-dedans et j'ai adoré puiser des choses visuelles Ouais. et même sensorielles, un peu des Madeleines de Proust, tu vois, de cette époque-là, de la musique qui est partie un peu dans les influences R&B contemporains des années 2000, on en reparlera, mais aussi de tous les petits objets et toute la DA Ouais, un grave. peu dans ce sens-là. Ouais. Donc cette luisance un peu des corps, cette Oui, ce lumière, truc un peu glowy, là. voilà, un peu Ouais, glowy, ouais. cette lumière hyper contrastée, le côté graphe, le côté sucette, le côté CD, ROM qu'on a écrit dans les Grave. pochettes de voitures que Ouais, tu ouais, retrouvais dans les pochettes de nos darons, C'est ça. en mode il y avait tous les CD avec écrit et ce qu'on avait gravé et tout. Ça m'a plu, ça m'a fait kiffer de trouver ces idées-là avec toutes les équipes avec qui je travaille. Et ouais, et ça parlait bien aussi de l'album parce qu'il y a je pense que c'est l'album le plus pop que j'ai produit. Et donc, dans le sens, je trouvais que ça venait surligner un peu ce côté-là de l'album aussi. Tous ces petits moments, tous ces petits gadgets. Ouais, mais je me dis peut-être que le fait que pour ce 3e album, tu sois plus
entré en toi, comme on disait. Du coup, tu es peut-être un peu retombé dans des trucs de nostalgie qui t'ont fait penser à ces années 2000. Tu vois ce que je veux dire ? Le fait d'avoir fait ce travail d'introspection, peut-être que c'est ça aussi qui t'a mené à aller chercher à des choses de ta jeunesse. Je sais pas. Carrément. Après, tu sais, pour moi, les années 2000 sont très liées aussi à la musique R&B des années 2000, donc véritablement ça a un peu coexisté. C'est des choses qui se sont vraiment répondues quand on a créé l'album avec Sacha Rudy et Marlon B. C'est très long parce qu'en fait à chaque album j'essaye d'aller chercher une influence, quelque chose qui peut donner une certaine attitude, un certain caractère au disque, pas juste faire des mixtapes en mode il y a plein de sons et tu pioches dedans. C'est véritablement un chemin, un album, un travail complet artistique. Donc de la première chanson à la dernière chanson, ça a été réfléchi à comment on passe des choses et qu'est-ce qui se répond ou pas. Et pour ça, pour travailler, pour trouver la production globale d'un disque, eh ben, il y a énormément de recherches et énormément de tests aussi dans où est-ce que tu veux te placer. Et c'est vrai qu'en moi, résonnait encore beaucoup Timbaland, Britney Spears, Neptune, De La Soul, il y avait des choses comme ça, Kellys, tu vois, il y avait... Ça existait en moi. Et je me disais Leslie même. Et donc, c'est des choses... Puis on a écouté exactement les mêmes choses. Voilà. Et du coup, c'était en moi. J'avais envie énormément de danser. Je savais que c'était un album où je voulais un peu tout droit en mode go. On se relève, on y va, on reprend un peu radicalement la chose. Et quand aussi j'ai recherché un peu par un livre de Rhoda Tokokam qui s'appelle Sensible, l'histoire du R&B. Qui parle l'histoire du R&B. J'ai énormément aimé lire ce livre. Ouais. Et je me suis rendu compte, elle parle de ce qu'était le R&B et dans le sens comment il allait en dehors du rap conscient chercher un peu le plaisir, l'amour, des choses qui n'étaient pas dites dans le rap conscient et qui étaient un peu une sensation d'évasion, tu vois. Et pour moi, cet album, c'est un album évasion. Même s'il y a de la poésie, il y a du noir, il y a du sombre dans l'écriture, j'ai véritablement voulu aller chercher l'évasion dans la musique. C'est-à-dire comment pouvoir un peu penser à d'autres choses pour kiffer. Et c'est un peu un album de kiffer, tu vois. C'est un album où tu es là en mode go. On se laisse pas abattre, même s'il y a des choses très sensibles à l'intérieur. C'est vraiment l'ADN et l'énergie que j'ai voulu mettre dans cet album. Tu as cité deux noms qui, pour moi, auxquels j'ai pensé beaucoup en écoutant cet album. C'est celui de Britney Spears et de Neptunes, notamment sur le morceau Papa Sucre. Je sais pas si c'était une ref volontaire. Totalement. Mais ce morceau m'a beaucoup fait penser à I'm a Slave for You. Totalement. Ok, super. Et aussi à un morceau qui est beaucoup trop sous-estimé de Britney, également produit par Neptunes, qui s'appelle Boys. Je sais pas si tu te souviens de ce titre, mais c'est un peu le même genre de prod. Okay. Mais bon, je pense que I'm a Slave for You, c'est plus obvious. Est-ce que c'était une référence pour toi, ce titre ? C'était totalement des références. On a adoré aller chercher dans les MPC de l'époque, dans les tritons, les synthés des années 2000. On a bien sûr essayé de le remettre au goût du jour pour que ça soit un disque d'aujourd'hui et même de plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que y avait une influence volontaire d'aller chercher dans ces années-là, parce que c'est ce qui m'a fait grandir et c'est sur quoi j'ai vraiment dansé et vraiment kiffé dans les années 2000. Donc je trouvais ça génial de pouvoir faire un petit clin d'œil à tous les artistes que j'ai regardés dans les années 2000. J'aimerais parler d'un autre morceau qui, je pense, est assez important, qui pour moi est central sur cet album. C'est le morceau Crash Cœur, avec le petit cœur écrit comme ça, là, qui justement, à mon sens, cristallise bien ton évolution vers ces sonorités-là dont tu étais en train de parler, beaucoup plus pop, beaucoup plus dansantes. Il y a une sorte de... Vas-y, je lâche tout, tu vois. Tu craches ton cœur, c'est ça que tu dis dans le morceau, et ça fait ça sonne comme une forme d'exutoire, tu vois. Totalement. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus en détail de ce morceau et de à quel point peut-être il est important pour Crash Cœur, pour l'album ? Pour moi, c'est un peu le titre référence éponyme de ce disque. C'est vraiment tout ce dont je ne parlerai pas dans ce disque. Ouais, tu l'as mis là. Voilà, exactement, tout est là. Toutes les choses peut-être potentiellement que les gens vont attendre de moi,
tout est là, je n'en parlerai pas et je m'étendrai pas sur toute la conjoncture actuelle. Et j'irai simplement tenter de cracher du mieux que je peux le cœur que j'ai, donc les sentiments, les quêtes du bonheur, les up and down, comme je disais tout à l'heure. Voilà ce que véritablement je vais m'atteler à faire pour cet album. Et tout est dit là-dedans, et même musicalement dans la prod, il a fallu pour moi montrer cette évolution-là, ce switch-là. Ouais, c'est ça. Et il se fait là. Il se fait du Eddie précédent, donc un peu plus piano-voix sur notamment Love Factory ou même avec Iseult, à un switch beaucoup plus radical, pop. Et voilà, c'est vraiment il est très... T'as capté, condensé, très direct. Et pour moi, il montrait vraiment l'énergie de cet album. Exactement. Il y a une invitée sur cet album. Oui. Une femme, comme d'ailleurs sur ton précédent album où il y avait Iseult. Là, ton invitée, elle s'appelle Juliette Armanet et elle t'accompagne sur le morceau Eau de vie. Très sensuel morceau. Très sensuel. Est-ce que tu peux m'en parler ? À la limite du sexuel. De ouf, bon, on adore. J'adore. Est-ce que je peux t'en parler ? Bien sûr. J'ai écrit cette chanson et je me suis rendu compte directement qu'il y avait des mots que Juliette Armanet pouvait écrire. Je me disais là en mode business, tendresse, comme ça. C'est pas moi, c'est Juliette, ça. J'ai écrit une chanson pour Juliette. Ça. Et j'étais là, mais comment c'est possible ? Il faut absolument que je lui envoie. Donc je lui envoie tout bêtement par un WhatsApp et elle me dit waouh, c'est ouf, il me touche trop le titre, je me reconnais trop dedans. Elle qui parle énormément également d'amour, de passion, jusqu'à brûler d'elle-même. Pour moi, c'était assez lisible, assez naturel que de lui envoyer ce titre-là. Elle m'a dit je l'adore, on est allé en studio, on a fait les voix, c'était magnifique. Banco, c'était sur l'album. Ça s'est fait assez naturellement. Et ouais, je suis assez fier parce que je voulais... cet album parle d'amour, mais il existe des milliards d'albums d'amour. Mais je voulais aussi montrer mon point de vue sur l'amour, sur cette vie-là, sur ces rencontres, ces sentiments-là. Et... vous l'auriez peut-être deviné, mais par fait de trop, par d'autres chansons, mais j'ai un amour parfois un peu suintant, qui dégouline, visqueux, sexuel, plein de désirs, et je trouve que cette chanson, elle explique bien ça. Elle amène cette chaleur des corps, un peu comme Personne pour l'hiver aussi, où on comprend la luxure, on comprend le côté un peu tendu, voilà. Et c'est pour moi, je suis ravi que ce titre puisse exister, parce qu'il ramène véritablement la vibe d'un amour, pas d'un amour naïf, un peu cucu les petits oiseaux, c'est un amour un peu véritable, parfois un amour de cave, un amour tendu. J'aimerais parler d'un autre titre qui parle d'amour, mais d'une autre façon, c'est Maison, qui existait déjà. Qui existait dans Love Factory carrément, et qu'on a retravaillé pour l'album, parce que cette chanson, c'est une chanson de rupture, et que je trouve... Tout à l'heure, je te parlais d'incarnation, d'image, de photographie, et pour moi, quand la phrase m'est tombée un peu du ciel, et c'était quoi ? Ça sent le vide dans la maison. J'ai trouvé que cette image était ultra forte pour représenter l'ultime moment quand l'autre claque la porte, parce que c'est la fin. Tu vois. C'est très bien raconté dedans. J'étais là, oh là là, je me rappelle, ça me rappelle les trucs. J'ai pas envie de me souvenir de tout ça. Et du coup, il fallait absolument que je le mette, parce que quand tu trouves comme ça, quand des phrases te tombent dessus, aussi visuelles, aussi métaphoriques que ça. Il y a un truc de sensation, de sensoriel, comme exactement. tu disais. Et je peux pas passer à côté de ça. Vu que c'est un album qui allait dans ça, un album de sentiments, de sensations, de corps, et moins de tête, du coup, il fallait absolument que ça existe dans l'album. Mais il se distingue des autres, par son énergie. Par son énergie, c'est un peu le seul lot, un peu piano-voix. Mais c'est bien. Fallait une pause, j'avais envie d'une pause aussi dans le disque, parce que sinon il était vachement en avant, il fallait un peu nuancer le propos. Pour terminer cet entretien, Eddie, parce qu'on arrive déjà à la fin, ça passe vite, j'aimerais parler du Crash Cœur Tour, la tournée que tu vas commencer dès le mois de février et qui va durer en fait toute l'année 2024, parce que tu as déjà annoncé une première partie qui est complète. Complète, Voilà, au printemps, début 2024. Au printemps 2024. Voilà.
une seconde partie que tu as annoncée et qui se tiendra à l'automne et qui se termine d'ailleurs par un Accor Arena à Paris. Mon premier. C'est ton premier. Ouais. Est-ce que tu as déjà commencé à bosser sur ces lives-là? Parce que je sais que tu es quelqu'un de très minutieux sur tes lives. Oui. Je t'ai déjà vu et j'ai capté. Là, est-ce que tu as déjà commencé à bosser sur ce tour? Totalement. Okay. On est déjà dessus. Okay. On a commencé il y a pas mal de temps, il y a 2 mois quand même déjà. Donc les visuels, la scénographie, les lumières. On parlait de la question sensorielle et j'ai aussi envie d'aller jusqu'à pousser un live pour qu'il soit le plus dans la sensation possible, au-delà de la musique, qu'on puisse ressentir des vrais éléments qui viennent nous toucher, nous percuter, voilà. Donc il y a toute cette recherche là et puis ça va être dingo, ça va être fou dingue. Je suis très content de là où ça va. Visuellement, c'est aussi quelque chose où on m'a jamais vu. Je vais vachement marcher avec des visuels, beaucoup de vidéos, il y aura beaucoup de vidéos sur scène. D'accord. Là où les 2 précédentes tournées, quand même, j'étais vachement sur quelque chose de plus organique. Ouais. Ça restera minimaliste. D'accord. Mais c'était beaucoup plus organique, avec les musiciens, des lumières assez chaudes et tout. Et là, ça va être beaucoup de l'écran et des médias, au sens de visuel. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui change. Et puis je reviens seul sur scène. Voilà, donc je suis ravi aussi d'endosser ça, parce que j'adore ça, là, manger la scène tout seul et prendre l'espace. Donc voilà, grosse tournée qui va durer plus d'1 an et je suis trop excité de le faire. Bah écoute, j'ai hâte, je viendrai te voir comme pour le précédent album. Merci et beaucoup. Voilà, profite bien de la sortie de Crash Coeur demain donc, et puis à très vite. À très bientôt. Merci Eddy.